Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit enfin de ma vidéo réponse FAQ. Comme vous le savez, on a atteint récemment les 4000 abonnés. J'étais juste joie, et je le suis encore d'ailleurs. Et du coup, suite à cet événement, j'ai décidé de lancer une FAQ, puisque la dernière que je vous avais faite remonte à bien 4 ans. Donc en 4 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'avais envie de vous proposer de me poser tout un tas de questions, que ce soit sur la vie perso ou pro ou même livre, enfin peu importe. Peu importe les questions, en fait, j'y répondrai. Et du coup, merci parce que j'ai environ une vingtaine de questions, ce qui est nickel, ni trop, ni pas assez. J'ai au moins du contenu pour faire cette vidéo, donc c'est parti. Et je vais d'abord commencer avec la partie perso. La première question. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans, mais je vais sur ma 26e année parce que du coup, au mois de juillet, j'aurai mes 26 ans. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça me plairait de savoir, est-ce que je fais plus, est-ce que je fais moins? Parce que très souvent, on me dit que je fais plus et que je fais même plus vieille que ma soeur qui a 30 ans. Donc, je sais pas comment je dois le prendre, hein. Je parais 5 ans de plus, peut-être, super. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel âge vous me donnez de base sans savoir, quoi. Deuxième question. Quel est ton métier? Alors, je suis gestionnaire paye et administration du personnel. Alors, j'ai beaucoup de personnes sur Instagram. Je vous mettrai par là, du coup, mon compte Instagram parce que je vous parle beaucoup, je fais beaucoup de vidéos en stories, donc vous voyez un petit peu aussi ma vie perso, enfin un peu de tout, et j'en avais beaucoup parce que je parle quand même des fois de mon travail, qui me demandaient qu'est-ce que c'était que gestionnaire paye et administration du personnel, parce que c'est vrai que ça veut un peu tout et rien dire. Donc gestionnaire paye, pour vous faire une description rapide, en fait je fais les payes de mon entreprise, c'est-à-dire que je fais les embauches, c'est la partie admin. Je fais les sorties, je fais les évolutions salariales, je fais les soldes de tout compte, les documents donc de fin de contrat, je commande des tickets resto, je gère la mutuelle, la prévoyance, je fais des tableaux de bord pour l'absentéisme, pour le suivi aussi des congés. Je gère aussi tout ce qui peut être événement familial ou la maladie, la maternité. La maternité, la partie que j'adore. J'adore quand on vient m'annoncer que la salariée est enceinte et qu'elle va avoir un bébé, ça je suis super contente. Ou même paternité, hein, quand un papa vient me dire que voilà, il vient d'être papa, combien de jours il a le droit, comment ça se passe avec son petit bout. Alors ça c'est ma partie que j'adore. Je gère aussi malheureusement des fois les décès, et ça c'est la partie un peu plus compliquée du travail parce que vous avez des personnes qui viennent dans votre bureau qui des fois peuvent s'effondrer, donc c'est pas forcément évident, ou même une naissance qui est compliquée. Enfin il y a des choses des fois où vous êtes une éponge, hein, donc faut avoir de l'empathie mais pas trop, et ça des fois moi j'ai un petit peu de mal, alors je fais attention quand même. Et sinon je gère aussi tout ce qui est courrier administratif, les avenants au contrat de travail suivant les horaires. Je crée aussi des horaires pour les salariés parce que je gère aussi les pointages, les anomalies de temps, les choses comme ça. Et depuis peu, on m'a mis aussi sur un projet d'un nouveau logiciel paye, donc je suis sur le paramétrage aussi de ce logiciel en disant qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui est juste ou pas en fonction de nos accords, en fonction de nos règles de l'entreprise. Donc il y a un peu de tout en fait, hein. Je fais autant du droit que du social, que de la paye pure parce que je saisis les éléments variables, je calcule les primes, je calcule les augmentations, comment on peut faire, etc. Ceux qui connaissent les NAO, négociations annuelles obligatoires, j'en fais partie parce que je dois amener ma patte pour donner le bon salaire de base. Enfin, c'est très large comme métier, c'est un métier que j'adore, je suis très passionnée par ce que je fais. C'est dans la continuité de mes études, hein. J'avais fait un bac en RH, j'ai fait une licence en RH et j'ai fait un master en RH. Donc c'était la continuité, mais je pense que beaucoup de personnes ont peur de la paye. Moi-même j'en avais peur. Et il n'y a pas tant de raisons en fait. À partir du moment où vous connaissez une méthode de calcul, parce que beaucoup ont peur, parce que je pense que si vous êtes comme moi, vous étiez nul en maths, vous vous dites la paye c'est des maths, pas du tout. Je fais partie de ceux qui étaient très très nuls en maths. Ma moyenne max que je pouvais avoir c'était 11. Et encore, moi j'ai toujours été littéraire, donc les maths ça me plaisait pas. La compta on oublie. Et c'est vrai que du coup la paye me faisait peur à cause de ça, parce que je ne suis pas à l'aise avec les chiffres. Mais la paye c'est différent, vous n'êtes pas en train de faire des maths, vous n'êtes pas en train de faire de la compta, c'est vraiment de la logique. Donc si vous êtes logique dans votre tête, si vous êtes très organisé, ça c'est important, et rigoureux, il n'y a aucune raison que le métier se passe mal, parce qu'il faut juste être organisé, il faut juste savoir pourquoi vous avez saisi une variable, pourquoi vous avez fait un rappel de salaire, enfin il faut tout justifier, donc il faut vraiment être très organisé.
avoir plusieurs tableaux pour le coup, pour savoir où vous en êtes, parce qu'il y a beaucoup de deadlines en fait dans ce métier. Il y a telle date faut terminer les pointages, telle date faut faire les acomptes, telle date vous pouvez encore faire des modifications d'adresse, de RIB ou quoi, mais après c'est fini. Si vous saisissez des données variables à partir d'une telle date, c'est fini. Donc faut être sûr de ce que vous faites, faut savoir se relire, faut savoir aussi faire les choses calmement, des fois travailler dans la précipitation, mais de manière générale, je pense que comme tout métier, dès qu'on est passionné, on arrive à passer au-dessus du stress qu'on peut avoir. Cela ne veut pas dire que je ne stresse pas, mais voilà ce que c'est que le métier de gestionnaire paye. Et l'avantage des ressources humaines, si vous souhaitez vous aventurer dans ce domaine-là, c'est qu'il est très varié. Vous pouvez être généraliste, toucher à tout, formation, recrutement, évolution de carrière, paye. Mais vous pouvez aussi vous spécialiser dans un domaine. Si vous allez dans un groupe, justement, souvent vous avez une gestionnaire formation, une relation sociale, donc tout ce qui est aussi CSE, les intérimaires, mais également les prestataires, les choses comme ça. Enfin, vous avez vraiment de tout. Vous avez la partie aussi recrutement. Enfin, c'est très vaste en fait. Et le conseil que je vous donnerais si vous lancez là-dedans, c'est de tâter le terrain partout. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'intérim, j'ai fait dans le recrutement de base en entreprise, j'ai fait dans la formation, j'ai fait généraliste, j'ai fait un peu de tout et la paye, c'était le dernier volet par lequel que je passe. Mais en tout cas, mon métier à l'heure d'aujourd'hui me passionne. Mais je ne sais pas encore si je resterai dans la paye, si je ferai que la paye par la suite ou si je ferai autre chose, mais en tout cas les ressources humaines me plaisent énormément. On passe maintenant à une question côté cœur, j'en ai quelques-unes. Alors la première, c'est depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est très drôle parce que du coup ça fait pile 2 ans et 2 mois que je suis avec lui. Donc c'est assez marrant que j'ai une question comme ça pile le jour où je tourne cette vidéo, enfin bref. Et j'enchaîne avec une autre question qui le concerne également. Comment tu l'as rencontré? Alors là je vais essayer d'aller rapide hein, parce que si je raconte toute l'histoire ça va être long. Mais en fait je le connais depuis très longtemps puisque je l'ai rencontré par le biais de ma sœur. Puisqu'en fait c'est le meilleur ami de ma sœur et il venait souvent chez nous. Parce qu'il sortait souvent avec ma sœur, avec d'autres amis, et jusqu'à présent, je le voyais plutôt comme un grand frère, hein, parce qu'on était assez proches, enfin, je le voyais tout le temps, quoi, il traînait tout le temps avec ma sœur, mais c'était plus comme un grand frère pour moi. Donc je le connais depuis que j'ai l'âge de 14 ans, et c'est en fait seulement il y a 2 ans et 2 mois pour le coup, qu'on est passé à l'étape supérieure d'être en couple, mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que quand on me demande comment on s'est rencontrés, ou en tout cas depuis quand on se connaît, c'est assez marrant de se dire que je le connais depuis que j'ai 14 ans, mais que ça fait seulement 2 ans que je sors avec lui. Enfin bref, c'est assez drôle, mais il aura fallu des années pour se rendre compte que finalement on pouvait être ensemble et qu'on s'entendait très bien, mais c'est assez drôle quand on a l'aspect d'une personne dont on la voit comme étant plus comme un membre de la famille en fait, et que d'un coup votre vision va changer, et vous allez vous dire mais en fait non, c'est pas mon frère, c'est pas mon grand frère, mais ça peut être plus, donc assez drôle comme question. Habites-tu toujours dans ta ville natale? Oui. Donc j'ai fait 2 ans d'études à Annecy, c'est à ce moment-là seulement où je suis partie de ma ville. Et de toute façon j'avais dans le projet, même si j'adore Annecy, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, hein, c'est très attractif, très jeune aussi. Je me voyais pas forcément rester là-bas, même si c'est pas très loin de ma ville natale, hein, c'est à 1 heure et quart grand max. Mais je ne me voyais pas rester loin. Alors déjà de toute façon la question s'est imposée d'elle-même, c'est que mon copain était dans ma ville natale, donc je n'allais pas le laisser là-bas et moi rester sur Annecy, ça c'était pas possible. Et le deuxième point, c'est que de toute façon je ne me voyais pas être trop loin de ma famille. Alors vous allez me dire 1 heure et quart, c'est pas énorme. Oui, mais moi vu que j'étais aussi très proche de mes grands-parents et que je savais qu'ils avaient des soucis de santé, je voulais être auprès d'eux un maximum, et si c'était à refaire je le referais. Parce que ayant perdu mes 2 grands-parents du côté de ma mère avec qui j'étais très proche en l'espace d'1 an et demi d'intervalle, je vous cache pas que ça m'avait bien démonté. Je ne regrette pas d'être retournée dans ma ville, d'avoir pu profiter de mes grands-parents au maximum, de les avoir vus le week-end, d'être allée manger chez eux la semaine, de les avoir emmenés chez le médecin, etc. Enfin, vraiment d'avoir profité à fond avec eux. Donc ouais, et je pense que je pourrais jamais quitter ma ville en fait. Même si on me disait de partir à Paris ou quoi, je ne pourrais pas. J'aime ma ville parce que j'ai les montagnes, j'ai le lac, enfin je suis dans une très belle région et j'ai ma famille, et ma famille c'est tout pour moi, donc je pourrais pas partir loin d'eux. La seule chose qui pourrait me faire au pire partir loin d'eux, ce serait vraiment le travail, si vraiment il n'y en avait plus du tout et qu'il faudrait que je parte, mais ça serait vraiment à contre-cœur. Ensuite, tu en es où dans l'écriture de ton premier livre? Alors
pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai eu beaucoup d'idées de livres à écrire. J'en avais un où c'était du fantastique, un autre d'horreur. Et plus récemment, depuis décembre, je m'étais mise à écrire un livre sur un peu de l'horreur, on va dire, mais sur des cauchemars en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un livre qui me concerne beaucoup parce que le personnage me ressemble énormément. J'avais commencé à bien écrire en décembre et plus facilement parce qu'il y a des choses dedans que je mets qui me correspondent énormément. Mais c'est pas un livre forcément que j'ai en tête de publier parce que je vous le dis, il me concerne beaucoup, donc je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je n'ai pas avancé, pour être honnête. J'avais dit que j'essayerais d'écrire un petit peu tous les week-ends. Bon, faut dire l'année 2020 n'a pas forcément bien démarré, on va pas se mentir. Avec le Covid ou quoi, le moral n'y était pas forcément, le travail très stressant, donc j'ai pas pris trop de temps pour écrire, ce qui est dommage parce que vu que c'est une histoire qui est encore au plus proche de moi, elle est très facile à écrire parce que tout vient tout seul, parce que c'est soit des choses que j'ai pu vivre, soit des choses que j'ai eues dans ma tête, enfin ça vient vraiment tout seul, donc j'aurais une facilité à l'écrire, mais je ne sais pas pourquoi je n'écris pas. Mais j'ai dit que j'allais essayer, mine de rien, quand je suis en vacances, par exemple cet été, si j'arrive à avoir mes 2 semaines de vacances, d'essayer de m'accorder un moment, ne serait-ce qu'1 heure par jour, pour écrire, que ce soit une ligne ou pas, mais d'avancer l'histoire. Est-ce que plus tard, quand tu auras des enfants, tu partageras ta passion pour la lecture avec eux? Bien évidemment, même à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas encore maman, mais quand j'achète des albums illustrés que je trouve magnifiques, je les achète pour moi, parce que j'adore les albums, mais je les achète aussi en me projetant, en me disant le jour où j'aurai des enfants, c'est le genre d'album que je veux leur montrer, que je veux leur lire, surtout que vu que je les ai lus avant, je peux leur présenter en me disant je les ai bien aimés, donc pas de raison que mes enfants ne les aiment pas. J'ai aussi beaucoup de contes, les contes d'Anderson, les contes de Charles Perrault, les Fables de La Fontaine, tous des beaux livres que j'ai acquis au fur et à mesure, non seulement parce qu'ils ont une valeur sentimentale pour moi, mais aussi parce que c'est des livres que je veux pouvoir lire à mes enfants, et c'est comme les histoires, les livres, je pense que vous connaissez, 365 histoires pour dormir le soir. Moi c'est comme ça que je m'endormais les soirs quand j'étais petite, hein. Ma mère me lisait une histoire ou deux quand l'histoire était trop petite parce que je réclamais. Je veux faire la même chose avec mes enfants. Je veux les habituer à la lecture tout petit, je les forcerai jamais à lire s'ils n'ont pas envie. Et enfin, dernière question perso, quand tu auras des enfants, est-ce que tu continueras les vidéos et ton blog? Alors c'est une question qui est très drôle parce que je me la pose très souvent. Ou même, voilà, j'ai cette réflexion assez souvent. Les vidéos, je vais pas me prononcer, je n'en sais fichtre rien parce que, mine de rien, ça prend du temps. Et ça va être une des questions auxquelles je vais répondre justement, combien de temps ça me prend. Ça prend du temps, faut avoir des idées, et faut s'organiser de toute façon. Donc les vidéos, je ne sais pas. Je vous dirai à l'heure d'aujourd'hui oui parce que j'aime énormément ce mode de communication. C'est quand même du réel, on voit l'état d'esprit de la personne, on ressent un peu plus ses émotions que par écrit. Mais la vidéo, je ne sais pas, parce que c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui au niveau de la gestion, donc peut-être pas, j'en sais rien. Par contre le blog, je pense certainement que oui, parce que mon blog, c'est mon échappatoire aussi. Non seulement j'adore, même si je vous en parle en vidéo, vous écrire mes avis sur mes livres que je lis, parce que pour moi c'est important, et puis j'aime bien des fois quand une copine me dit t'as un livre de romance à me conseiller, soit je lui dis mon dernier coup de cœur, soit je lui dis bah tiens hop je t'envoie le lien, t'as toute ma catégorie romance, t'as par note, regarde les favoris, lis les résumés et tu me dis ce que t'en penses quoi. Donc c'est un peu mon petit répertoire, donc c'est pour ça que le blog c'est important pour moi. Et l'autre chose aussi c'est que j'ai quand même ouvert un onglet où je parle non seulement de mes films préférés, et du coup ça me permet quand je sais pas quoi regarder d'aller dans ma liste que j'ai construite parce qu'il a fallu quand même des fois faire travailler la mémoire et c'est pas évident, mais aussi ma partie pensée positive qui est un petit peu je dirais pas journal intime parce que je raconte pas ma vie, mais en tout cas je parle de sujets de ma vie qui sont très importants pour moi, que ce soit le stress par exemple, ou même comment j'ai géré ce confinement, ce que j'ai découvert, pourquoi c'est important pour moi qu'on dise je t'aime aux personnes, vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et du coup j'aime énormément écrire, j'ai toujours adoré écrire. Avant j'écrivais beaucoup de textes qui tournaient autour de différents thèmes, et d'ailleurs j'en avais fait un livre aussi mais en format Word, et j'avais mis tous mes textes et il y en a énormément d'ailleurs, je les ai encore. Ça date mais ouais je m'en souviens, et du coup c'est vrai que mon blog j'aime bien cette partie là où je peux écrire un petit peu sur n'importe quel sujet que j'aime. Donc le blog oui sûr, la chaîne YouTube je préfère ne pas me prononcer parce que je n'en sais foutrement rien.
On passe maintenant aux questions sur les livres. Alors, la première, d'où vient ton pseudo les lectures sucrées? Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Comment dire? Quand j'ai lancé mon blog, parce qu'au début j'avais qu'un blog, j'avais pas une chaîne YouTube, je voulais un pseudo qui comporte au moins le mot livre, lecture ou littérature. Littérature, ça faisait un peu trop huppé pour moi, je sais pas pourquoi, mais littérature, j'ai du mal avec ce mot, je préfère la lecture que la littérature. Je n'aime pas ce mot littérature, je pense tout de suite à littérature classique, et vu que ça m'avait un peu marqué comme beaucoup de personnes, j'ai un peu de mal avec ce mot. Donc après je m'étais dit bah livre ou lecture, et en fait je sais pas comment ça m'est venu, mais d'un coup je me suis dit tiens, pourquoi je m'appellerais pas les lectures sucrées? Je trouvais que le pseudo était doux, pas normal, hein, les lectures sucrées, et en même temps me correspondait totalement parce que j'adore tout ce qui est sucré. Je suis plus sucrée que salée, hein. Je suis gâteau, je suis biscuit, je suis chocolat à fond, crêpes, glace, enfin cookies, donuts, enfin j'en passe et des meilleurs quoi. Mais je suis très sucrée et je trouvais que ça sonnait bien, les lectures sucrées, ça faisait penser un peu les lectures douces, voilà. Et je suis contente d'avoir choisi ce pseudo parce qu'en fait je m'en suis jamais lassée. Pas une seule fois je me suis dit il est trop gnangnan ton pseudo, il est chiant ou quoi. Non, pas du tout. En fait, il me correspond totalement et je le changerai jamais parce que c'est moi en fait, tout simplement. Autre question. Alors, lisais-tu beaucoup quand tu étais enfant ou ado? Oui, parce que ma mère m'a toujours un peu habituée à lire des livres de toute façon. Et c'est vrai que déjà depuis toute petite, je dirais depuis l'âge de 8 ans, par là, je commençais déjà à lire. On m'avait beaucoup acheté les livres aussi, vous savez, Monsieur Sall ou Madame Parfaite, les petits livres comme ça, c'était ma marraine qui me les offrait, je me rappelle encore. Donc j'ai toujours lu en fait, j'ai toujours eu un bouquin dans les mains. Et adolescente, il y a eu une période où je n'ai plus du tout lu, mais je lisais des livres que je découvrais grâce à l'école, et il y a des livres que j'ai énormément aimés. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question quels sont mes livres d'enfance, parce que c'est souvent aussi la question que je peux avoir, ou quels sont les livres de mon adolescence qui m'ont marqué, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo les livres de mon enfance. En fait, dedans vous avez un peu toutes mes tranches d'âge, de toute petite à ado. Et vous avez aussi la vidéo les classiques du collège-lycée qui m'ont marqué parce que du coup c'est la période où je lisais un petit peu moins, mais par contre je lisais beaucoup les livres pour l'école et il y en a certains que j'aimais énormément. Donc je vous mettrai les deux vidéos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les regarder. Peut-être que vous allez faire des découvertes ou alors peut-être que ça va vous rappeler de bons souvenirs. Ensuite, est-ce que tu aimes toujours autant ton blog et ta chaîne YouTube? Oui, je les aime toujours autant. J'aime toujours autant écrire sur mon blog. J'aime toujours autant ma chaîne YouTube et j'essaye vraiment un maximum d'apporter du contenu sur ces deux. Quel est le genre littéraire que tu as envie de découvrir de plus en plus ou qui t'intrigue? J'en avais deux en tête, mais il y en a un quand même qui est ressorti un peu plus, c'est le développement personnel. Je suis de plus en plus à me tourner vers ces livres-là. Et en plus j'ai de la chance, mon copain m'en achète dans ce domaine-là pour m'encourager, du style avoir confiance en moi, mais également comment fonctionne mon corps. Je commence à m'intéresser aussi énormément au yoga parce que je commence à le pratiquer. Donc je suis vraiment de plus en plus tournée vers les livres de développement personnel. C'était pas du tout mon truc avant. Mais en fait, à force d'en lire, je me rends compte qu'il y a beaucoup de conseils qui sont à prendre, d'autres pas forcément, hein, parce qu'on n'est pas tous concernés par ce qu'écrit l'auteur. Mais ça me fait du bien. C'est un genre de thérapie, je trouve, les livres de développement personnel. Il faut juste trouver, bien sûr, les sujets qui nous intéressent, hein, tout simplement. Mais c'est un thème que je compte en tout cas de plus en plus découvrir. Et d'ailleurs, sur mon blog, j'ai déjà commencé à critiquer des romans de développement personnel. Là, c'est une question que j'ai trouvée vraiment très originale. Quels sont les livres qui ont changé ta vie, qui t'ont fait changer la perception sur quelque chose ou un sujet particulier? Donc en gros, vraiment des livres qui m'ont marqué. Les sujets, j'en ai eu pas mal, et en même temps qui m'ont marqué, ça a été plus facile de condenser parce que j'ai quand même lu pas mal de bouquins et c'est pas facile des fois de se souvenir de pas mal de choses, mais j'ai eu ma liste qui est venue tout de suite. Le premier livre que je vais vous parler, c'est Nos étoiles contraires de John Green. C'est un livre qui m'a marqué et qui a changé ma perception sur la maladie. Alors, je sais déjà que la maladie c'est un cauchemar, les cancers c'est un cauchemar, mais le livre m'a permis de prendre un peu plus connaissance et conscience de l'état dans lequel la personne peut être, à quel point elle peut être en détresse, à quel point elle peut être triste, à quel point elle peut être pas bien, de se dire je sais que j'ai une date, je vais partir vers cette date-là, j'ai tant de jours qui me restent devant moi, qu'est-ce que je fais de ce temps-là quoi. Enfin, franchement, quand j'y repense, ce livre m'a énormément touchée.
Il fait partie de mes livres coup de cœur de tous les temps parce que rien que d'y repenser, ça me met les larmes aux yeux. Un peu trop émotive la fille, hein. Mais voilà, c'est Nos étoiles contraires est un livre qui m'a marqué et d'ailleurs j'aimerais le lire en VO parce que les livres que j'ai eu des coups de cœur comme ça, j'aimerais les relire en VO pour voir avec la plume vraiment de l'auteur. Mais ouais, je pense que tout le monde connaît Nos étoiles contraires et moi il m'a marqué ce livre. J'ai aussi eu Maybe Someday. Alors Maybe Someday, j'ai été très émue par ce livre parce qu'on aborde quand même le sujet du mutisme, donc des personnes qui sont aussi voilà, sourdes et muettes. Et c'est vrai que c'est un livre que j'avais jamais lu un livre sur ce sujet-là tout simplement. Et c'est là où on voit que la différence des personnes peut faire leur force. Et là, c'était vraiment ça dans cette histoire. La romance est vraiment magnifique. Deux personnages qui sont différents, qui vont vivre une histoire d'amour vraiment très belle. Et Maybe Someday a été un très très gros coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai pensé à The Silent Waters de la saga The Elements de Brittany Setcheri. Alors, Brittany Setcheri, sa plume, elle me retourne le bide à chaque fois. Mais pourquoi The Silent Waters? Parce que là on aborde le choc émotionnel d'une enfant qui voit quelque chose qu'elle ne devrait pas voir, qui va être terrifiée, qui va développer du coup un trouble du comportement parce que voilà, elle va avoir peur de tout, elle va avoir peur de sortir, donc agoraphobe, claustrophobe, tout ce que vous voulez. Elle va développer beaucoup de problèmes, ça va lui bousiller une bonne partie de sa vie, une bonne partie de son enfance en fait. Et ce sujet m'a vraiment touchée parce que beaucoup d'enfants voient ou vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre. Et forcément, ça m'a secouée. Ça m'a secouée, il m'a vraiment marqué, il m'a chamboulé beaucoup ce livre aussi. Ensuite, j'ai aussi Broken. Alors Broken, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Je l'ai découvert grâce aux auteurs, en fait, Jeanne Devreau et Laura De Villard. J'ai fait d'ailleurs une interview d'elle, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. De toute façon, quand je vous parle des livres, je vous mets tout en barre d'infos. Parce que là, on va aborder tout simplement l'handicap. Se retrouver handicapé suite à un accident. Et pareil, ce livre m'a changé la perception parce que justement, une des auteurs ressent ce que ressent un des personnages et tout simplement, on ne peut pas coller plus près du réel. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point d'être dans un fauteuil roulant. Alors, moi j'avais mon grand-père qui était dans un fauteuil roulant, donc je savais déjà à peu près à quel point c'était très compliqué de se déplacer, à quel point c'était compliqué aussi parce que même si on est en 2020, maintenant les gens acceptent un petit peu plus, regardent un petit peu moins de manière bizarre les personnes en fauteuil roulant, mais moi j'ai quand même des souvenirs quand j'étais plus jeune ou quoi, qu'on regardait mon grand-père hyper bizarrement alors que il était juste en fauteuil roulant quoi, donc j'ai été habituée un peu à ça, j'ai été sensibilisée assez vite à ça aussi parce que mon grand-père avec soit une béquille, soit en fauteuil roulant et puis il avait quand même une maladie assez importante. Donc j'ai été habituée au regard des gens et du coup ce livre m'a rappelé des souvenirs un peu comme ça et m'a fait un petit peu plus me mettre à la place en fait de ce que pouvait vivre mon grand-père en se disant voilà je n'arrive pas à me lever tout seul de mon lit, faut qu'on m'aide, je ne peux pas m'habiller tout seul, faut qu'on m'aide, je ne peux pas me doucher tout seul, faut qu'on m'aide, enfin tout plein de choses où on se dit c'est vraiment hyper dur à vivre, il faut vraiment avoir un mental de fer et souvent ces personnes sont très courageuses, ne se plaignent jamais parce que c'est quand même pas évident et ce livre il m'a vraiment touchée parce que les émotions sont réelles, on sent que c'est du vécu et vraiment c'est un livre que je vous recommande si vous êtes curieux de savoir justement quelle est la vision des choses d'une personne qui peut se retrouver du jour au lendemain en fauteuil roulant, donc sa vie a complètement changé, elle peut plus faire certaines choses. C'est un livre qui est vraiment à lire. Et enfin le dernier, alors c'est pas vraiment une perception mais j'étais obligée de le mettre parce qu'il m'a quand même chamboulé ce livre. Il s'agit de Marley et moi. Donc Marley et moi, vous connaissez peut-être le film, hein, mais c'est l'histoire d'un chien qui est très particulier, très drôle, très foufou. Et en fait, moi je connaissais le film et j'ai lu après le roman. Et je dirais que c'est pas qu'il m'a changé ma perception, mais il l'a renforcé en tout cas à quel point les animaux, surtout du coup les chiens, parce que là on parle des chiens, sont les meilleurs amis de l'homme et sont des boules de poils adorables. Enfin moi je suis très proche des animaux, j'adore les animaux. Je vais pas dire qu'il a changé ma perception, mais en tout cas il l'a renforcé sur le fait que j'aime énormément les chiens et que quand on dit que c'est les meilleurs amis de l'homme, c'est pas pour rien. Ensuite, parmi tous les personnages que tu as pu croiser au fil de tes lectures, lequel serait celui qui te ressemblerait le plus, tant au niveau physique que de la personnalité et pourquoi? Alors j'avoue que cette question m'a posé une colle. Je crois que j'ai mis plus d'une demi-heure vraiment à savoir
à quel personnage je ressemblais le plus, parce que pour être honnête avec tous les livres que j'ai lus, j'ai lu beaucoup de livres et le physique des personnages, des fois c'est le truc que j'oublie le plus, je crois. La personnalité non, mais alors le physique je le zappe. Donc j'ai galéré, mais j'ai fini par en trouver une. Il s'agit de Anna, de la saga Off Campus de Leigh Kennedy, qui fait partie d'un de mes tomes favoris de tous les temps. Cette saga est juste géniale, je vous mettrai le lien de ma vidéo book review sur le premier tome, de ma vidéo Zoom Saga dessus. C'est une saga qu'il faut lire. Pourquoi Anna? Alors, de mémoire elle est brune. Bon, moi de base je suis châtain clair, hein, mais vu que je fais des teintures, on va dire qu'elle me ressemble. Elle est brune. Je crois qu'elle a les yeux clairs, mais je ne suis pas sûre, donc peut-être un petit fail. Mais pourquoi j'ai choisi elle aussi? Parce qu'elle a un très fort caractère, elle n'hésite pas à rentrer dans l'art des gens, à dire ce qu'elle pense. Et c'est mon cas. Je suis très honnête et des fois je peux être blessante du coup. Parce que je parle comme je pense et des fois c'est pas top. Mais voilà, du coup elle m'a fait beaucoup penser à moi parce que elle a un fort caractère et elle dit tout haut ce que les gens peuvent penser tout bas. C'est moyen bien et pas bien de faire ça, mais bon voilà. C'est une qualité comme un défaut. Et elle est studieuse, donc ça c'est totalement moi. Elle essaie vraiment d'être bonne dans tous les domaines. Je suis assez pareil qu'elle en fait, je suis très perfectionniste en fait. Et comme je vous dis, c'est son caractère et puis mine de rien, elle est quand même très vivante et pimpante et dynamique et ça me correspond plutôt bien, donc voilà, si je devais choisir un personnage c'est Anna. Mais après je vous cache pas que j'ai aussi quand même pensé à Violette de Viens en scène de Morgane Moncomble parce que alors pas pour le physique mais plutôt pour la personnalité, parce que Violette elle adore le chocolat déjà, donc ça on est complètement d'accord là-dessus. Elle est maladroite. Je suis d'une maladresse pas possible, je casse tout, je fais tout tomber, je suis gauche comme pas possible. Elle est dynamique et elle est vivante. Et je dirais qu'elle me correspond assez parce que moi je suis assez comme elle, je suis un peu explosive, je suis même fatigante parfois parce que je suis très extravertie et je suis un peu une pile électrique, donc voilà, j'avais beaucoup pensé aussi à Violette, mais bon, pour le côté physique et mental, on va dire Anna. Ensuite, combien de temps lis-tu par semaine? Alors, j'ai essayé déjà de calculer par jour. Pas forcément évident, mais par jour, je dirais 1h30 environ. Vu que je ne fais plus la route le matin, en ce moment, vu que je suis en télétravail, je lis pendant environ 1 heure. Et le soir, je lis environ une demi-heure, grand max, quand je suis pas sur mon portable, bien sûr. Donc je lis environ 1h30 par jour et le week-end ça varie parce que le week-end, si on est comme là ces derniers temps qu'on était confinés, je dirais grand max je pouvais lire 2 heures par jour, on va dire ça comme ça, mais quand j'en ai envie, parce que quand j'en ai pas envie je vous assure ça se ressent. Et sinon, on va dire une moyenne générale sur la semaine, je pense que je lis environ 11h30 par là, environ, ouais, je dirais 11h30 en moyenne. Mais ça varie, hein, c'est pas fixe parce que je lis vraiment quand j'en ai envie et avant je lisais quand même beaucoup plus. Mais ça c'était déjà avant de travailler comme je travaille aujourd'hui et avant d'être en couple aussi. Donc quand vous êtes en couple après, il y a des petites choses qui changent quand même. Et le week-end, mine de rien, j'aime bien faire aussi autre chose que lire. Mais il y a des fois où je vais me dire j'ai envie de lire et je vais lire pendant un bon moment. Y a-t-il un genre littéraire que tu ne lisais pas avant, que tu lis davantage aujourd'hui? Donc ça rejoint un petit peu sur ma question qui était de quel genre littéraire m'intrigue le plus et que j'ai le plus envie de découvrir. Je vais vous dire le livre de développement personnel parce que du coup j'en achète de plus en plus et donc je commence à en lire de plus en plus. La lecture pour toi, est-ce un passe-temps ou une activité à part entière? Alors j'avais un petit peu du mal à distinguer les deux, mais pour moi je dirais que c'est une activité à part entière en fait. Pour moi la lecture c'est comme les personnes qui aiment faire de la rando ou qui aiment faire du sport. Moi j'aime lire, c'est un hobby. J'adore aussi faire de la rando quand même, mais ouais, la lecture pour moi c'est une activité à part entière et je pourrais pas m'en passer en fait. Il y a un moment donné où si je ne lis pas ça me manque et j'ai besoin ne serait-ce que de choper un bouquin dans ma bibliothèque, de sentir son odeur parce que j'adore sentir l'odeur du papier, de regarder la couverture, de prendre le résumé. C'est vraiment ma bibliothèque, je la regarde très souvent, même en mangeant des fois je la regarde et je regarde tous ces livres et je me dis mais il y a tellement de belles histoires que je vais découvrir où je vais m'évader, c'est une addiction, hein, clairement je suis addict aux livres. Quel est ton genre littéraire préféré? Alors là c'est dur cette question, parce que j'en ai pas qu'un de genre littéraire préféré, donc je suis obligée d'en citer 2, malheureusement je vais tricher un petit peu, mais je dirais que si je devais en citer un, ça serait la romance, parce que mine de rien c'est celui que je lis le plus. Mais j'aime énormément aussi tout ce qui est horreur ou thriller. Je mets les deux dedans parce qu'il peut y avoir de l'horreur ou thriller, des fois c'est ensemble.
mais c'est mes deux genres littéraires préférés. C'est ça qui est dingue, c'est que je suis autant cucupralinou que glauque. Mais voilà, et les mangas c'est pareil, c'est soit du shoujo bien cucu, soit alors du seinen bien dégueulasse, et je suis pareil avec les films, hein. C'est soit je vais regarder des films romantiques, soit je vais regarder des films d'horreur, ça a toujours été les deux genres que je préférais, donc ouais, romance, de toute façon ma bibliothèque est majoritairement composée de romance et d'horreur thriller. Après je lis aussi pas mal de fantastique, mine de rien. Mais vraiment, ce qui est ma tasse de thé, c'est la romance et le thriller horreur. À combien s'élève ta palle de livres papier et numérique? C'est dur de poser une question comme ça, parce que c'est là où on réalise que c'est une catastrophe. Pourtant, je me suis calmée sur les achats, mais vu que je lis un petit peu moins qu'avant, je pense que je mets du temps à baisser ma palle. Mais j'ai 191 livres papier et numérique à lire. Donc en fait, ici, vous avez donc toute cette bibliothèque, ma palle papier. J'ai même pas compté ma palle papier, je préfère pas, parce qu'en fait vous voyez pas, mais en dessous il y a beaucoup de livres en fait qui ne rentrent pas dans les cases, enfin bref c'est un bordel. Et numérique j'en ai pas mal aussi, un peu moins. Au niveau e-book je me suis quand même calmée au niveau des achats, parce qu'en fait, mine de rien, ma liseuse j'utilise, mais j'utilise beaucoup quand je pars en vacances en fait, parce que c'est le côté pratique de se dire bah j'achète des livres qui sont numériques, c'est plus simple à embarquer. Et je reste sur le fait que les livres papier c'est ce que je préfère quand même si c'est pas forcément le plus pratique. Mais après j'essaye aussi d'éviter d'avoir trop de livres papier en me disant j'achète que les livres papier qui sont des coups de cœur, et les livres numériques bah, je les lis comme ça, et au pire si c'est un coup de cœur j'achète le livre papier, mais j'arrive pas à tenir forcément ce rythme là. Mais ouais, 191 livres c'est juste énorme. Avant dernière question, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais essayer de la réduire comme je peux, mais désolée d'avance. Combien de temps cela te prend pour la réalisation complète d'une vidéo, de sa préparation, du filmage et du montage? Facilement, je dirais 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Tout dépend en fait de la longueur de la vidéo. Exemple les vlogs on tape vite dans du 2h30, hein, parce que faut couper les séquences, faut mettre des musiques, faut mettre des images, faut faire des transitions, donc ça prend du temps. Mais par contre, sinon, les vidéos comme je suis en train de vous faire là, ouais, j'irais 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures peut-être, ouais. Le temps de la tourner, le temps de la monter. Il y a aussi le temps de la convertir pour qu'elle se télécharge un petit peu plus vite sur YouTube, parce que sinon je vous dis pas, vous y passez 2 jours à ce que ça se mette en ligne, c'est une catastrophe. Faire la miniature, parce que bah, je la fais moi-même. Il y a des personnes qui font pas forcément aussi leur miniature, donc peut-être qu'elles gagnent du temps là-dessus, mais j'ai toujours tout fait toute seule du début à la fin, du montage à la mise en ligne, enfin tout. Donc ça prend du temps. Donc ouais, 2 heures, 2 heures et demie. C'est pour ça que je vous dis que le jour où j'ai des enfants, je pense que je me reposerai cette question-là, parce qu'il faut avoir le temps de le faire quand même s'il y a plein de mamans qui arrivent à le faire, hein, mais je verrai bien mon organisation à ce moment-là. Et enfin, dernière question, où achètes-tu tes livres? Alors, j'achète énormément de livres d'occasion maintenant, en fait j'achète presque que ça, tout simplement parce que souvent on m'offre des livres neufs, hein, je dis pas le contraire, ça fait plaisir hein, les livres neufs, mais je suis assez pour les livres d'occasion parce que faut leur donner une seconde vie, et puis ça me gêne pas en fait de récupérer des livres d'occasion. Je suis pas du tout maniaque à ce point là. Alors les livres du coup je les achète majoritairement au niveau physique à Easy Cash, parce que c'est une boutique du coup de livres d'occasion. Je les achète aussi beaucoup sur le site Momox Gilbert Joseph, parce que du coup pareil hein, c'est des boutiques d'occasion. Et depuis incessamment sous peu, depuis cette année en fait, j'ai découvert Vinted, et du coup j'achète aussi beaucoup de livres d'occasion sur Vinted, parce qu'il y a vraiment des belles affaires à faire. Donc du coup voilà, et d'ailleurs j'ai une boutique Vinted où je vends aussi des livres, donc n'hésitez pas à aller la voir, comme ça si vous voulez aller me suivre, vous verrez les livres à vendre, parce que j'en ai pas mal. Et du coup c'est vrai que j'achète que des livres d'occasion, mais après j'achète aussi des fois des livres neufs, mais alors c'est très très rare, et si je les achète neufs, c'est soit je les prends souvent chez Cultura, parce que j'aime beaucoup cette boutique en fait. En fait il n'y a pas que des livres, donc c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de choses en fait, on peut fouiller, il y a plein de trucs. Donc j'aime beaucoup Cultura, et sinon j'achète quand même, et là je sais qu'il y en a, ils vont pas être contents, mais je le dis, j'achète quand même sur Amazon. Pourquoi? Parce que Cultura c'est pas forcément tout de suite à côté de chez moi, donc ça me fait quand même une bonne petite route à faire. Et des fois ils ont peut-être pas forcément aussi le livre que je veux, mais sinon j'achète aussi sur Amazon des livres neufs, mais c'est rare, hein. C'est très très rare que j'achète des livres neufs. Je prends vraiment majoritairement d'occasion. Chez Cultura c'est souvent parce que je fais un tour et d'un coup je me dis il me le faut, et je me dis même pas tu peux regarder s'il est en occasion, non il me le faut, donc je l'achète.
Et sur Amazon, c'est plus le côté pratique parce que je me dis, voilà, si j'ai besoin d'un livre, le temps qu'il arrive, hop, il arrivera vite parce que je sais par exemple que je n'aurai pas le temps d'aller chez Cultura l'acheter. Donc c'est un peu kiff bourricot, mais majoritairement j'achète des livres que d'occasion. Presque une grande partie de ces livres de ma palle sont des livres d'occasion. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je ferai ce que je peux, mais en même temps... le but c'était quand même de répondre à vos questions, donc j'espère que je me suis pas trop éparpillée parce que j'ai quand même la tchatch. De toute façon, le montage, je vais sûrement le raccourcir et me squeezer des parties que j'ai peut-être dites parce que je parle trop. Mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur déjà de 1 de me suivre, de 2 pour ceux qui m'ont posé des questions, bah merci parce que bah si j'ai pas de questions, il n'y a pas de contenu et bon c'est un peu dommage et c'est un peu tristouné aussi. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Et dans tous les cas, n'hésitez pas, je vous le dis, à me suivre sur Instagram parce que si vous aimez me voir en vidéo, bah, je le suis très souvent sur Instagram parce que je fais beaucoup de stories. Donc si vous voulez me voir avant de me voir sur YouTube dans une vidéo, bah, suivez-moi en stories et en plus pour certains qui se poseraient d'autres questions, vous allez peut-être avoir la réponse dans mes stories. Du style, mon copain, depuis combien de temps on est ensemble ou quoi, des fois je peux le dire, ou enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram, et sinon, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!